Bonjour à tous, on se retrouve pour le test de la RTX 5090 ou 5090 si vous préférez de Nvidia. C'est la toute première RTX 5000 à sortir avec la nouvelle architecture Blackwell qui a pas mal fait parler d'elle, du coup cette architecture, que ce soit en bien mais aussi en moins bien avec notamment un petit peu tout ce qui est marketing au niveau DLSS 4 parce que certaines personnes disent que c'est des fausses images. Est-ce que DLSS 4 est vraiment aussi bon qu'il y paraît ou est-ce qu'il y a des problèmes? On va y répondre dans cette vidéo. Je vais me concentrer surtout sur le gaming et notamment DLSS 4 parce que ça a été un des plus gros arguments commerciaux ici de Nvidia pour les gamers. Et moi personnellement, quand je fais des tests comme ça, j'aime bien déjà regarder l'intérêt de la carte au niveau du gaming, que ce soit rasterisation, ray tracing et tout ça. Et puis, j'aime bien regarder aussi au niveau du marketing. Est-ce que le marketing de la marque est respecté? Est-ce que leurs promesses sont respectées? Ou est-ce que c'était juste du marketing en fait? Au passage, je tiens à dire que c'est de plus en plus dur de tester les cartes graphiques parce qu'avant, c'était juste genre, vous lancez un benchmark, vous lancez un jeu, vous regardez le résultat ou le FPS. Simple et efficace. Maintenant, avec des technologies comme DLSS 4 ou même FSR, vous avez un argument de qualité qui vient ici derrière. C'est pas juste le nombre de FPS, c'est aussi la qualité de ces FPS. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. Alors commençons par la procédure de test parce que c'est assez important. Comment j'ai fait mes tests et avec quoi j'ai fait mes tests. Donc j'ai évidemment testé la RTX 5090. Cet exemplaire m'a été fourni par Nvidia, je tiens à le préciser, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai aussi testé la 4090, la 3090 ainsi qu'évidemment la 7900 XTX d'AMD. Tous mes tests sont en 4K. J'ai fait des tests en rasterisation, c'est-à-dire des jeux qui n'utilisent pas le ray tracing ou en tout cas très peu, je vais en parler plus après. Vous n'avez pas aussi le DLSS ou FSR qui est activé dans ces tests parce que, encore une fois, ça apporte un autre argument de qualité. FSR peut-être va donner plus de FPS que DLSS, mais les images seront peut-être plus floues ou moins bonnes. Donc, on désactive tout ça, on veut vraiment le FPS brut de ces jeux. Donc, des fois, vous allez voir des jeux qui tournent à 30 FPS, ça peut paraître misérable, mais évidemment, si vous activez DLSS ou FSR, ce que vous devriez faire selon moi, vous aurez plus d'FPS que ça. Et puis j'ai aussi une sélection de jeux avec du ray tracing et encore une fois c'est du 4K sans DLSS, sans FSR et normalement avec le plus haut profil de ray tracing possible. Sauf Indiana Jones parce que le path tracing sur Indiana Jones n'est pas activable sur la carte graphique AMD. Donc j'ai pas pu tester celui-là en path tracing sur AMD en tout cas. Donc, j'ai utilisé les chiffres de performance avec le ray tracing normal, pas le path tracing. Et pour être sûr d'avoir les meilleures performances dans un jeu, j'utilise un 9800 X3D d'AMD que j'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser. J'ai aussi une carte mère en X870 qui a été fournie par Asus, merci à eux parce que j'ai besoin d'une carte mère qui supporte le PCI Express 5.0, c'est très important, vu que la RTX 5090 est une des premières cartes graphiques avec le support du PCI Express 5.0. J'ai aussi 32 Go de RAM qui a été fourni par G-Skill avec des timings très serrés, c'est très important encore une fois pour les jeux vidéo. Et puis nous avons une alimentation de 1500 watts de chez NZXT qui a été aussi fournie par la marque. Là c'est très important aussi parce que cette carte graphique consomme 575 watts, donc il nous faut une bonne alimentation derrière pour être sûr de ne pas avoir de problème. Ok, sans plus tarder, regardons les performances de cette RTX 5090 en rasterisation et aussi en ray tracing. Alors, il y a beaucoup à dire sur ces tests. Il y a des choses très intéressantes sur certains jeux et puis des choses moins intéressantes. Notamment sur Cyberpunk, vous avez des gains qui sont massifs sur cette carte. Vous avez 77 FPS sur la 4090 et on passe à plus de 109 FPS sur la 5090. C'est juste un gain énorme qui est au-delà des 40%, ce qui est assez abusé. Mais après, à côté de ça, vous avez des jeux où c'est moins intéressant, on va dire. Notamment Marvel's Rivals, qui est sorti récemment, qui est un jeu pas mal joué aussi sur Steam. Et là, on a juste un gain de 15%. Si on combine tous ces chiffres en rasterisation, ça nous donne une différence de 25,6% par rapport à la 4090, ce qui est
honnête comme différence de performance, mais on pourrait s'attendre à plus vu que cette carte a 33% de CUDA core en plus et évidemment d'autres améliorations au niveau des RT Core et même des Tensor Core. Donc là, ça donne plus l'impression d'avoir une 4090 Ti au final. Et si on regarde au niveau ray tracing, c'est pas forcément mieux. Il y a certains jeux où là, par contre, le gain est énorme, encore une fois avec Cyberpunk, mais si on combine tous les chiffres, encore une fois, on a encore une fois la différence de 25,6%. J'étais un petit peu étonné, j'ai tout vérifié mes chiffres, mais oui, c'est 25,6% aussi dans ma sélection de jeux. Je tiens à préciser que c'est ma sélection de jeux. D'autres personnes ont d'autres jeux, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir d'autres tests, d'autres reviewers, parce que tout le monde teste un petit peu des jeux différents. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a testé un jeu que vous jouez pas mal et ça pourrait être plus intéressant pour vous. Mais dans tous les cas, là aussi, on a une différence de 25,6%, ce qui est, encore une fois, honnête, mais pas non plus incroyable. Pourquoi je dis pas incroyable? Parce que vous avez dû le voir jusqu'à maintenant. J'ai aussi les chiffres de la 3090 qui sont à côté. Et la 3090 par rapport à la 4090, on a eu un gain de performance qui est juste énorme. Alors une partie de ce gain est aussi justifiée avec l'arrivée de nouveaux processeurs plus puissants qui permettent de mieux exploiter les capacités de la 4090. Peut-être aussi dans le futur, avec de nouveaux processeurs, on pourra tirer plus des performances de cette 5090 par rapport à la 4090. Et là, la différence peut-être va passer de 26% à 30%. On a un gain générationnel qui n'est clairement pas aussi important que ce qu'on avait eu sur les RTX 3000 en passant sur les RTX 4000. Et ce malgré un délai de sortie entre les RTX 4000 et 5000 qui était plus important que celui entre les 3000 et 4000. Surtout que derrière, je rappelle que cette carte est sortie plus chère que la RTX 4000 qu'elle est censée remplacer, même 33% plus chère. Donc, elle n'est pas 33% plus rapide, mais elle coûte 33% plus cher. Donc en gros, sa valeur, sans même que je vous sorte les graphes de performance par rapport au prix, que je vais sortir après, vous pouvez regarder sur la table de matière, donc sans même regarder à ça, le calcul se fait vite fait. Mais bien évidemment, si vous avez regardé la présentation Nvidia, on sait très bien qu'ils ont passé beaucoup plus de temps à travailler sur autre chose que les performances brutes en jeu avec les CUDA Core. Et c'est évidemment tout ce qui est au niveau IA et des Tensor Core, où là, on a eu un gain qui est massif au niveau de la puissance de ces RTX 5000 par rapport aux 4000. Et c'est justement là le grand argument commercial de Nvidia en faveur des RTX 5000. Comme elle supporte DLSS 4.0 et le multiframe génération, vous allez pouvoir décupler les images que vous avez dans les jeux qui le supportent sans un réel coût derrière. Formidable, vous allez me dire. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que DLSS 4.0 est aussi bon qu'ils le disent? Et est-ce qu'ils ont réglé les problèmes qu'on avait notamment sur Frame Génération qui est assez similaire sur les RTX 4000? Alors, il y a eu énormément de polémiques justement sur DLSS 4 quand il était annoncé, et notamment des gens qui disent que ce sont des fausses images. Elles sont générées par une IA et ils veulent des vraies images générées par la carte graphique. Alors, personnellement, je pense que ce n'est pas le meilleur argument contre Multiframe Génération parce que un jeu vidéo est juste faux. Tout ce que vous voyez dans un jeu vidéo n'existe pas. Ce sont juste des modèles 3D avec des textures appliquées par-dessus. Donc selon moi, ce n'est pas vraiment un problème d'avoir des fausses images dans un jeu qui est de toute façon faux. La vraie question ici qu'on doit se poser sur Frame Génération et Multiframe Génération de DLSS 4.0, c'est est-ce que ces images qui sont générées par IA sont aussi bonnes que les images natives? Et surtout, est-ce que ça n'introduit pas de la latence supplémentaire? On vite fait une petite explication quand même de DLSS 4.0. Le but, c'est de rajouter plus d'images qui sont générées par des IA entre deux images qui sont rendues nativement, ou en tout cas en partie nativement. Frame Génération, qui avait été introduit avec DLSS 3.0, en rajoutait une seule. Donc vous aviez une vraie image en quelque sorte, une image générée par IA, et puis à nouveau une image générée nativement. Avec Multiframe Génération, vous pouvez en avoir jusqu'à 3 images générées par IA au milieu de 2 images natives. Et dans les paramètres graphiques des jeux, du coup, maintenant, quand vous avez une seule image qui est insérée, c'est un mode x2. Quand vous avez 2 images qui sont insérées, c'est le mode x3. Et quand vous en avez 3 qui sont insérées, c'est le mode x4. Ça porte un peu à confusion, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors niveau test, j'ai surtout regardé à Cyberpunk et Hogwarts Legacy. Pourquoi? Parce que ce sont 2 jeux que j'ai joué énormément. J'ai fini entièrement les 2 jeux. Et donc, je sais le ressenti que je dois avoir quand je joue justement à ces jeux. Quand j'utilise un fusil dans Cyberpunk ou quand je lance des sorts dans Hogwarts Legacy. Je sais à quoi m'attendre et donc forcément, je peux voir s'il y a peut-être un problème. Donc j'ai regardé d'abord la qualité, juste des images. Est-ce que il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des glitches graphiques sur ces images générées en plus? Et là, je dois bien avouer que la qualité est vraiment impressionnante. Comparé à Frame Génération à sa sortie, avec l'arrivée des RTX 4000, Nvidia a fait vraiment énormément de progrès là-dessus. Je dirais qu'elles sont à 99% aussi bonnes que des images natives.
mais pas tout à fait entièrement. Il y a quelques glitches encore, surtout quand vous regardez de près. Et là, je vais être très honnête, je me suis vraiment amusé à regarder de très près. Pas forcément quelque chose que vous feriez en jouant à des jeux vidéo, mais c'est quelque chose qu'on doit évidemment analyser pour voir si DLSS 4.0 tient ses promesses. Et là, je vous mets quelques images à l'écran et vous allez le voir directement, notamment dans Hogwarts Legacy. Il y a quelques problèmes quand on se déplace très rapidement. On voit un petit peu genre le futur apparaître. On voit le contour de la tête du personnage apparaître plusieurs images avant que la tête apparaisse vraiment. Et je dois dire que j'ai remarqué ces petits glitches graphiques en jouant normalement. C'est justement sur Hogwarts Legacy que j'étais en mode il y a quelque chose de bizarre. Je vois quelque chose quand je bouge rapidement. Parce que le jeu n'est pas hyper chargé au niveau visuel, donc ça se remarque plus facilement. Sur Cyberpunk, qui est lui beaucoup plus chargé, par contre, il y a des bâtiments partout, il se passe beaucoup de choses. Il y a même des glitches graphiques qui sont faits exprès dans le jeu quand vous prenez des dégâts ou autre chose. Donc, il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne voit pas forcément ces glitches apparaître. Mais si on regarde de près, on peut en voir quand même. Et c'est surtout quand vous allez vous déplacer rapidement, quand vous allez tourner votre vue ou autre chose, où là, il y a un petit peu plus de mal. Comme il y a moins de données en entrée, parce que le mouvement est plus important, elle a plus de mal à essayer de reconstruire les images justement entre deux images natives. Donc là, un bon exemple, c'est quand vous montez dans une voiture, le mouvement est tellement rapide que vous voyez un petit peu des problèmes au niveau de la portière. J'ai vu aussi quand vous passez près d'une grille, vous pouvez voir entre les anneaux des grilles vraiment des problèmes ici parce que, à mon avis, le modèle d'IA a juste énormément de mal à essayer de trouver ce qui se passe parce qu'il manque d'informations, donc il essaie de recomposer l'image comme il peut. Mais je tiens vraiment à le préciser ici, c'est du pixel peeping. Donc je zoome sur l'image à fond et je pose et je regarde image par image pour voir s'il y a un problème. Quand vous êtes dans le jeu, et surtout Cyberpunk, ça se remarque moins. Ça se remarque clairement moins parce qu'il se passe tellement de choses que vous n'avez pas le temps vraiment d'enregistrer cette information. Donc la qualité est géniale, vous devriez forcément activer DLSS 4.0 dans n'importe quel jeu qui le supporte. Pas vraiment, parce qu'il faut parler du deuxième problème avec DLSS 4.0 qui était aussi un problème avec DLSS 3.0 et c'est évidemment la latence. Parce que forcément, quand vous allez insérer une image qui est générée par IA entre deux images natives, eh bien vous allez avoir une latence qui va s'ajouter parce que votre input, quand vous bougez votre souris, n'est pas tenu en compte dans cette image générée par IA. Le jeu va attendre la prochaine image native avant de répercuter ce que vous faites sur le clavier ou sur la souris. Et quand vous rajoutez 3 images générées par IA, le problème peut s'amplifier encore plus. Donc là, tout comme Frame Generation, Multiframe Generation a selon moi un FPS minimum que vous devez respecter avant de l'activer. Parce que si vous l'activez quand votre jeu tourne à 30 fps, 40 fps, et vous allez le sentir. Donc là, ce que j'ai fait pour tester, pour forcer cette situation-là, ce qui n'est pas forcément très facile parce que la RTX 5090 est tellement puissante que même avec le path tracing dans Cyberpunk, vous tournez à plus de 60 fps avec DLSS en mode qualité. Donc là, ce que j'ai dû faire, c'est tout simplement retirer le super résolution de DLSS et j'ai juste mis le mode DLAA. Donc le mode DLAA, c'est juste de l'anti-aliasing. Donc le rendu est natif en 4K et donc là, on tourne à 30 fps. Et puis après, j'ai activé le multiframe génération pour rebooster le FPS. Ce qui est un petit peu l'argument justement d'NVIDIA. Genre, vous l'activez et puis vous avez plus de FPS. Le problème, c'est comme le jeu tourne nativement à 30 fps, même si le multiframe génération rajoute des frames en plus pour donner une impression de fluidité, et vraiment, si je bouge ma vue, ça paraît fluide, mais je sens une latence. Je sens qu'il y a quelque chose qui... Mes contrôles ne suivent pas forcément derrière. Quand je bouge ma souris, ça prend un petit peu de temps à réagir par rapport à ce que j'ai fait. Donc, l'image est fluide, mais vous avez un input lag qui est le même que si vous jouez à 30 fps. Et pour ceux qui ont déjà beaucoup joué à 30 fps, vous devez le savoir, c'est pas forcément très plaisant par rapport à jouer à 60, 90 fps. Donc, c'est le même problème que sur Frame Generation. On a un jeu qui paraît plus fluide, mais derrière, on n'a pas l'impression de vraiment profiter de cette fluidité quand on essaie de le contrôler. Et ça, n'importe quelle vidéo de DLSS 4.0 ne le fera pas justice parce que si vous regardez juste une vidéo sur YouTube, vous allez dire « Oh, ça paraît tellement fluide, c'est génial et tout ». Mais le moment où vous en rendez compte, c'est quand vous le contrôlez vraiment. Or, encore une fois, j'ai forcé une situation qui n'est pas très réaliste. Mais il faut tenir compte que la 5090 est la plus puissante des RTX 5000. Mais il va en avoir d'autres. La 5080 va être moins puissante. La 5070 va être moins puissante. Et ces cartes-là, ce sera beaucoup plus facile d'arriver à une situation
où vous ne tournez qu'à 30, 40 FPS, même avec DLSS super résolution qui tourne derrière. Et si vous activez le frame génération ou le multi-frame génération là-dessus, vous allez le sentir et vous n'allez pas forcément avoir une bonne expérience. Donc pour moi ici, Nvidia a un problème parce que contrairement à une technologie comme DLSS 2.0 et le super résolution, qui est la technologie qui permet de, par exemple, faire le rendu du jeu en Full HD et puis de le repasser en 4K, ça marche hyper bien. Vous devez, selon moi, l'activer forcément si vous avez une carte graphique Nvidia et que c'est supporté dans un jeu. C'est juste des performances gratuites et vous ne perdez pas en qualité. Bien, contrairement à ça, DLSS 3.0, le frame génération et DLSS 4.0, le multi-frame génération, c'est plus discutable. C'est clairement une technologie que vous allez devoir faire attention à beaucoup de choses avant de l'activer ou sinon vous n'allez pas vraiment profiter de tous ces avantages. Et le plus important à regarder, c'est juste quel FPS avez-vous sans l'activer. Si vous tournez déjà à 60, 70, 80 FPS, activez-le. Vous aurez un gain de fluidité. En tout cas, vous aurez l'impression que le jeu est plus fluide. Ça fait pas de mal derrière. Et comme le jeu tourne réellement à plus de 60-70 FPS, au niveau des contrôles, vous pouvez encore assez bien le contrôler. Voilà, ça va améliorer votre expérience, surtout dans un jeu, selon moi, solo. Les grosses expériences solo où vous avez des jeux qui sont très détaillés et que vous voulez vraiment en profiter, là, il y a un intérêt. Pour ceux qui jouent en ligne à des jeux compétitifs, je le déconseille personnellement parce que c'est juste en quelque sorte un placebo au niveau du ressenti de l'image qui paraît plus fluide, mais au niveau du input lag, ça ne vous aidera pas forcément. Je vous propose de passer au prochain chapitre qui est tout simplement le prix selon les performances de ces cartes graphiques. Donc là, le chiffre que je vais vous donner, c'est le prix en euros pour un FPS moyen dans tous les jeux que j'ai testés, que ce soit rasterisation ou ray tracing. Et comme vous pouvez voir, en réalité, la carte graphique AMD se débrouille pas trop mal. C'est elle qui a le meilleur ratio prix-performance. Ce qui est logique, c'est une carte graphique qui coûte beaucoup moins cher. Mais pour moi, ça permet d'illustrer un point très important qui était le même que pour la 4090 et qui va être le même pour la 5090. Et c'est le fait que, oui, ces cartes graphiques, si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo, sont une très mauvaise valeur. Vous payez énormément pour beaucoup d'FPS, mais vous payez tellement en plus que ça ne vaut pas la peine. La 5090 va coûter 2369 €, si je me souviens bien. C'est le prix d'un PC gaming complet. Très bon, un bon PC gaming. Je pense même que quand la 5080 va sortir, vous pourriez faire un PC avec une 5080 pour le même prix que la 5090. C'est juste abusé comme prix. Donc là, forcément, la valeur de cette 5090, même par rapport à la 4090, n'est pas bonne dans les jeux vidéo. Donc là, on paye 18,62 € pour chaque FPS moyen avec la 5090. La 4090 est un peu meilleure, ce qui est au final étonnant, mais pas si étonnant que ça, avec 17,58 €. Et puis, vous avez la 3090. Alors maintenant, j'arrive dans la partie de la vidéo où je parle des trucs en plus, mais c'est des choses qui restent assez importantes. Et notamment, le premier point, c'est le fait que avec l'arrivée de DLSS 4.0, Nvidia a mis à jour le modèle d'IA qu'ils utilisent pour faire tourner toutes les technologies DLSS, que ce soit super résolution, frame génération ou même multi-frame génération. Et ce nouveau modèle s'appelle Transformer et il est disponible sur toutes les RTX, que ce soit les RTX 2000, 3000, 4000 ou 5000. Vous pourrez tous profiter de ce nouveau modèle. Et donc là, c'est assez intéressant parce que si vous avez une ancienne carte graphique RTX, possiblement Nvidia vous a offert une mise à jour gratuite de votre carte graphique pour peut-être débloquer plus de performance. Par là, je veux dire que peut-être, par exemple, avec une 3060, avant, dans un jeu, vous pouviez mettre DLSS en mode qualité, mais si vous étiez en mode balance, donc équilibré, c'était pas, voilà, la qualité n'était pas aussi bonne que vous le vouliez, et du coup, vous restiez en mode qualité. Mais maintenant, peut-être avec ce nouveau modèle, et il faut que je fasse des tests, donc je vais faire une vidéo certainement là-dessus. Si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, mais peut-être que maintenant, dans certains jeux, vous pourrez juste passer en mode équilibré, toujours avoir la même qualité que l'ancien mode qualité, et vous aurez forcément beaucoup plus d'FPS derrière. Donc ça peut être une mise à jour intéressante pour les possesseurs de toutes les RTX. Et ça, c'est plutôt cool à voir de la part d'NVIDIA et j'espère qu'ils le feront plus. Des petites mises à jour gratuites qui permettent d'améliorer les anciennes cartes aussi. Un autre point que je voulais aborder sur les RTX 5000, c'est évidemment ce fameux modèle Founder Edition qui, quand on a vu l'annonce, était pour moi de la magie noire. Parce que quand ils ont annoncé les RTX 5000, et notamment la 5090, je vous rappelle qu'ils ont annoncé une carte qui est plus petite qu'un RTX 4090. Elle passe de 3 slots à 2 slots.
Elle a juste 2 ventilateurs et pourtant elle a un TDP de 575 watts et elle est refroidie correctement. Et là, j'ai fait des tests et je peux vous le confirmer, la graphique est bien refroidie. Dans pas mal de jeux, surtout les jeux qui utilisaient vraiment les 575 watts de TDP, c'était principalement Cyberpunk quand vous activez le ray tracing et tout ça, quand vous stress testez vraiment toutes les parties du GPU. Là, vous pouvez vraiment monter à 575 watts et la carte était bien refroidie, elle tournait dans un peu en bas des 70 degrés, elle se rapprochait même pas forcément des 80 degrés, ce qui est exceptionnel, franchement exceptionnel. Les ingénieurs qui ont travaillé sur ce modèle Founder Edition ont fait un travail d'exception et là je tiens à leur dire un gros GG et j'espère que ça va inspirer plus de marques, que ce soit Asus, MSI, Gigabyte et tout ça, à peut-être innover aussi plus au niveau du refroidissement des cartes graphiques parce que pendant de nombreuses années, on a eu des cartes graphiques qui selon moi étaient conçues bizarrement, où vous avez une partie de l'air qui est juste renvoyée contre la carte mère et qui finit en bas, à nouveau devant la carte graphique. Et voilà, le design des cartes graphiques est selon moi très mauvais depuis de très nombreuses années. Et donc, ça fait plaisir de voir enfin une évolution à ce niveau-là et surtout voir une carte graphique qui repousse les limites au niveau de son design. Donc, ma foi, un grand GG aux ingénieurs. Et pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne ce refroidissement, ils ont sorti une vidéo sur leur chaîne YouTube. Je la mets dans la description parce que cette vidéo est déjà très longue. Je ne vais pas commencer à parler pendant 5 minutes d'un refroidissement qui est selon moi très intéressant, mais que voilà, on va perdre certaines personnes. Passons au reste de la review. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie très importante de ce test de la 5090 et c'est évidemment l'utilisation professionnelle de cette carte. Autant dans les jeux vidéo, ce n'est pas la meilleure valeur. Oui, c'est la meilleure carte graphique pour jouer aux jeux vidéo à l'heure actuelle, mais vous allez payer très cher pour avoir un peu plus d'FPS. Mais pour une utilisation professionnelle, c'est là où la 5090, selon moi, brille. Alors, je ne suis pas équipé pour faire ce genre de test, ce n'est pas ma spécialité. Je vous invite vraiment à aller voir des personnes qui sont spécialisées dans le montage vidéo, la retouche photo, tout ce qui est IA, ce genre d'utilisation où la 5090 est juste extrêmement puissante. Non seulement parce qu'ils ont amélioré les specs bruts, mais aussi avec cet ajout au niveau des Tensor Core qui les rendent beaucoup plus puissants. Et ça va faire la différence. Et pour les jeux vidéo, 2300 € pour une carte graphique, c'est extrêmement cher. Mais pour un outil professionnel, 2300 €, ça va en fait. Si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes chauffagiste, vous avez besoin d'une nouvelle camionnette, ça va vous coûter un peu plus que 2000 € pour une nouvelle camionnette. Je sais pas, vous êtes aussi paysagiste, vous avez besoin d'un nouveau tracteur tondeuse, ça va vous coûter beaucoup plus cher que 2000 €. Donc, pour moi, si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique professionnellement, c'est votre travail, vous gagnez de l'argent grâce à une carte graphique, 2300 € n'est pas si déconnant que ça. Surtout pour la meilleure carte graphique sur le marché et qui a une puissance juste incroyable. Donc au niveau professionnel, il n'y a pas de débat. Une carte graphique Nvidia, c'est ce qu'il y a de meilleur, juste pour l'utilisation des coups d'accord dans beaucoup de programmes, que ce soit Blender, V-Ray, vous avez aussi DaVinci Resolve qui utilise très bien la carte graphique Nvidia, c'est juste le meilleur choix. J'ai utilisé une carte graphique AMD pendant plus d'1 an dans mon PC, je peux vous le dire, je faisais des sacrifices au niveau professionnel par rapport à une carte graphique Nvidia. Dans les jeux vidéo, elle se débrouillait très bien, il n'y avait pas de problème, j'ai eu une bonne expérience, mais au niveau, voilà, juste par exemple, l'encodeur AMD est très bancal, alors que derrière l'encodeur Nvidia est juste incroyable. Et ils l'ont même amélioré sur la 5090. Maintenant, ils ont un triple encodeur AV1 qui est même amélioré au niveau de ses performances dans le H265 en 422. Et là, ils ont fait beaucoup d'améliorations sur cette 5090 et les autres RTX 5000. Donc ça peut être un assez bon argument pour quelqu'un qui fait beaucoup de production vidéo. Et on en arrive enfin à la conclusion. Pour ceux qui ont du coup sauté directement vers la conclusion avec la table des matières, cette RTX 5090 est la carte graphique grand public la plus puissante au monde, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, mais aussi pour l'utiliser dans un domaine professionnel. Mais derrière, vous allez payer un énorme prix, forcément, plus de 2300 €. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, ce prix-là est selon moi pas justifiable. C'est juste indécent de payer autant pour juste une carte graphique. Vous allez avoir, oui, les meilleures performances, mais surtout, vous allez tellement payer que ça ne vaut, selon moi, pas la peine. Vous pouvez payer un PC gaming entier pour le même prix. C'est abusé. Par contre, pour les professionnels, c'est un investissement qui est tout à fait logique et qui est tout à fait raisonnable. 2300 € pour un outil professionnel, pour moi, c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, pour le gros argument commercial de DLSS 4.0, pour moi, c'est impressionnant.
surtout niveau qualité, mais il y a toujours des problèmes de latence qui vont se révéler encore plus sur les 5080, les 5070, qui pourtant sont les cartes qui en profiteraient le plus de DLSS 4.0. Donc pour moi, ce n'est pas une technologie que vous devriez considérer dans votre décision d'achat. Surtout que les RTX 4000, qui restent toujours très bonnes, notamment la 4090 reste toujours très bonne, supportent déjà Frame Génération, qui vous permettra déjà d'avoir un gain FPS non négligeable. Donc pour moi, DLSS 4.0 n'est pas une technologie que vous devriez tenir compte dans votre décision d'achat. Peut-être dans le futur, s'il continue d'améliorer, mais pour le moment, voilà, c'est bien à avoir en plus, mais c'est aussi bien d'avoir juste une bonne carte graphique pour le prix. Et là, 5090, au niveau jeu vidéo, encore une fois, n'est pas une bonne carte graphique pour le prix. Elle est beaucoup trop chère. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.